Boarding action. 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 Moins un touche, plus un blaze. État d'alerte. Boarding action. Sabotage. Explosif. 5e République. Boarding action. 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 Dans un vaisseau. Coup dans l'eau. Anne Hidalgo. Boarding action. Létalité. Ruralité. Michel Barnier. Boarding action. Boarding action. Boarding action. Boarding action. Et ouais les gars, ça se passe comme ça sur Rural Hammer. Calmez-vous, arrêtez de danser, vous l'avez compris, émission spéciale, du coup, jingle spécial. On est comme ça sur Rural Hammer, un podcast d'une générosité sans pareil. Et d'ailleurs, cette nouvelle formule de design sonore accomplie me permettra peut-être de rameuter une clientèle plus jeune. Car, comprenez-vous, les jeunes, eh bien, ils boivent de l'alcool, ils fument de la drogue et ensuite, ils vont à la discothèque. Donc voilà, je voulais faire mon petit tube de discothèque. Nul doute que Boarding Action sera le tube de l'été 2025. Bref, arrêtons les conneries. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, vous l'aurez compris, pour une émission spéciale action d'abordage, donc Boarding Action. Pour cette émission, je suis tout simplement tellement saucé que le but de l'opération, ce sera de vous saucer également. Car Boarding Action, c'est un peu une révélation. En tout cas, pour ma part, c'est exactement ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Ce truc répond finalement à toutes mes petites frustrations liées au wargame. Il répond à mes besoins en esthétique, il répond à mes besoins en projet, des projets plus courts, des parties plus courtes et tout simplement du narratif en veux-tu, en voilà. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi Boarding Action est tout simplement la très très bonne idée de cette saison automne-hiver 2024 et qui vient quelque part un peu tempérer quelques doutes et quelques inquiétudes qu'on peut entretenir avec la V10. Donc commençons. Boarding Action, c'est quoi ? Alors, ce n'est pas un jeu différent. Donc, on n'est pas, par exemple, sur Kill Team où vous allez devoir apprendre de nouvelles règles. Boarding Action est un jeu dans le jeu. Donc, c'est-à-dire, on continue de jouer à Warhammer 40 000, mais avec quelques petites modifications. Des modifications, tout simplement, qui sont liées à son terrain. Car Boarding Action se déroule en milieu clos et plus particulièrement à l'intérieur des coursives des vaisseaux spatiaux. Donc, action d'abordage, comme son nom l'indique, ça consiste tout simplement à aborder un vaisseau ennemi, donc avec un attaquant, un défenseur, et on aborde le vaisseau ennemi, on y mène des opérations de sabotage, de guérilla, d'infiltration, libérer des prisonniers, placer des charges et blablabla. Il y a 1001 choses à faire à bord d'un vaisseau spatial au sein de Warhammer 40 000. Donc cette thématique de combat-là, finalement, elle ne s'est incarnée que par Battlefield Gothic, ce vieux jeu désormais de combat de vaisseaux spatiaux, où là, vous avez carrément des figurines de vaisseaux spatiaux et vous faites la guerre dans les étoiles, quelque part. Boarding Action se déroule à l'intérieur même de ces vaisseaux. Donc ce n'est pas une nouveauté, la chose a existé en V9 et même Game Workshop à l'époque avait quand même pas mal poussé la promotion entre guillemets de la chose avec la sortie de nouvelles boîtes adaptées à ce nouveau format. Donc il y a eu plusieurs Patrol Boarding Action qui honnêtement valaient pas mal le coup financièrement, qui étaient plutôt
plutôt cool et qui ont fait plus d'un heureux. Cependant, eh bien, ça n'a pas empêché à ce mode de jeu de bider. Honnêtement, dans mon entourage, c'est simple, je ne connais quasiment personne qui ait franchi le cap. Et ça s'explique par plusieurs choses. Disons que la chose a du mal à se situer dans l'écosystème de Warhammer 40 000. On a le jeu d'escarmouche Kill Team. Désormais, on a le jeu de l'autre jeu d'escarmouche qui est le mode Patrol, avec ces Patrol Box qu'on achète et dans lesquels on trouve les règles adaptées à des batailles au format à peu près de 500 points. Et Boarding Action, il vient un peu dans tout ça. Moi, j'ai envie de dire, ce n'est pas un jeu séparé, c'est tout simplement Warhammer 40 000 et absolument rien d'autre. En tout cas, la chose avait plutôt bien bidé en V9. Quelque chose me dit que ce ne sera pas différent en V10. Il y a désormais de la part de l'éditeur clairement un silence radio. Disons que le contenu du bouquin n'est absolument pas mis en avant. On a eu à tout péter 1 ou 2 articles sur Warhammer Community. Disons que voilà, on a l'impression que les mecs ils baissent les bras avant même la sortie de ce jeu dans le jeu. Et il y a d'autre part un silence médiatique absolument pesant de la part de toute la petite biomasse de youtubeurs ou d'influenceurs. C'est simple, personne ne semble jouer à ce truc. Eh bien, j'ai envie de dire, tant mieux. Moi, ça me donne une raison d'exister. Chez Rural Hammer, on aime bien les outsiders et à mon sens, cet outsider, il est tellement bon, il répond à tellement de choses, eh bien que je vais grandement le mettre en avant. Donc franchement les gars, changez rien, continuez de garder de silence et moi je vais bien ouvrir ma gueule à ce sujet. Donc pour cette première émission, on va tout simplement faire le tour du bouquin. Boarding Action, c'est quoi? Eh bien, c'est un gros bouquin et une grosse boîte de décors et à vrai dire, absolument rien d'autre. Donc, commençons un peu par parler de cette grosse boîte de décors. C'est une boîte très très lourde. Honnêtement, vous avez des kilos de plastique à l'intérieur. Donc, en termes de modélisme, la chose représente assez peu de collage et de montage, car ça a été pensé de manière à être un système modulaire qui va vous permettre de faire plusieurs maps différentes, plusieurs types d'intérieur de vaisseaux spatiaux, donc avec des coursives plus ou moins larges, des grandes salles, des petites salles, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, etc. Donc la chose a été pensée de manière modulaire. Cependant, donc franchement, ce kit est une réussite, les sculptures sont super, vous avez vraiment un vrai beau intérieur de vaisseau spatial. Franchement, c'est impeccable. Il y a finalement assez peu de doublons, il y a une grande variété dans les éléments de décor, dans les grappes, donc vraiment du tout bon. Cette boîte, elle vous est de plus proposée à un tarif qui me semble tout à fait réaliste, dès lors qu'on y applique une petite remise de 20%. Honnêtement, ça reste un bon deal. Et ça vous est également livré avec un grand tapis, donc en carton épais imprimé, qui est d'excellente qualité. Moi, j'avais d'ores et déjà chopé un néoprène chez Torek Accessories, parce que le néoprène est quand même plus confort, c'est-à-dire que les décors ne vont pas glisser dessus. Avec le carton Game Workshop, nul doute que le gars qui déplace sa bière un peu trop vite, il va faire de votre vaisseau spatial il va chambouler le truc, quoi. Sur un néoprène, ça met quand même plus de sécurité et visuellement c'est tout aussi chouette. Le tapis de chez Torek est vraiment très beau, il met l'accent sur les éclairages sur lesquels on va pouvoir jouer à faire des raccords socles, etc. Donc il y a des possibilités assez nombreuses en termes d'esthétique. Donc en tout cas, ce décor Game Workshop, il est cool. Cependant, ça va quand même vous demander une belle journée de travail et du travail chiant. Il va s'agir d'ajuster les pièces pour qu'elles se clipsent de manière naturelle. Donc là, honnêtement, il y a quand même pas mal de ponçage, pas mal de limage. L'image, ça existe ce mot? Oui, sans doute, j'espère. Bref, il va falloir quand même bosser un peu les décors de manière à ce qu'ils se clipsent le plus naturellement du monde. Honnêtement, ils ont joué serré pour l'assemblage du décor. Là, franchement, les pièces, il faut vraiment forcer dessus pour qu'elles se rentrent dedans. Donc va falloir mettre un peu de lubrifiant dans tout ça et un peu d'outillage également. Bref, il y a quand même une bonne journée de travail à ce titre. Et ensuite, en termes de peinture, alors là, on peut aller du très simple au chantier titanesque. Honnêtement, les grappes sont tellement détaillées que si vous jouez réellement le jeu
de donner vraiment un look à toutes les pièces différentes. Waouh! Là, on parle vraiment d'un chantier assez pharaonique, hein. Il y a des gars sur le Discord de Rural Hammer qui ont joué le jeu, avec un résultat tout simplement magnifique, mais là, on parle vraiment d'un truc qui se compte en centaines d'heures. Donc pourquoi pas? Moi, je crois que je vais faire une espèce d'entre-deux, c'est que je vais aller vers une recette, très simple. Cependant, je vais quand même bien bosser la partie OSL. C'est à mon sens la partie qui va le donner le plus de vie, dans tout ça. Donc pour faire mes OSL, bah, justement, je vais m'inspirer des tapis que j'ai à disposition pour faire vraiment un beau raccord de couleurs. Donc je vais partir sur une structure métallique très simple, c'est-à-dire ça va se faire à l'aéro, plus du brossage, plus un gros lavis avec du FX Watch de chez Valero. Et ensuite, on va bosser grandement les OSL avec de la peinture fluo, hein, typiquement, et également donner vie à quelques éléments de décor en plus. Pourquoi pas faire tous les tuyaux en cuivre, ce genre de petits détails pour ramener un peu de variété, un peu de reflet, un peu de couleur. Et vous allez me dire, existe-t-il des alternatives à ce kit officiel? Eh bien oui, et notamment en France, on a notre grand champion, Fabricator Zler, qui n'en est pas à son coup d'essai en termes de décor 3D, hein. Le mec commence à avoir un CV assez impressionnant. Et Fabricator Zler, eh bien, vous propose d'autres modèles de vaisseaux spatiaux. Donc avec des modèles de kits qui sont alignés sur celui de Games Workshop, évidemment, parce que on a besoin de quelque chose de standardisé en termes de nombre de pièces, en termes de longueur de pièces, pour pouvoir assembler tous les plans qui vous seront proposés dans le bouquin. Donc Fabricator Zler propose la chose calquée sur le même modèle que celui de Game Workshop et propose bien des designs différents, et vous trouverez plusieurs types d'intérieurs de vaisseaux spatiaux. Donc il y en a un impérial, mais il y a aussi du Necron, du Tau, et donc pourquoi pas, et là ça peut ajouter une variété de rêves. Moi voilà, j'ai pris le kit officiel pour pas me prendre la tête, hein, sincèrement, mais en tout cas, admettons, votre pote joue Necron, s'il joue le jeu de se fabriquer un petit vaisseau Necron, là, on parle de quelque chose de réellement kiffant. Avoir plusieurs types de décors différents, ça peut potentiellement nourrir à mort vos campagnes, vos croisades, et tout simplement varier les plaisirs, hein. Donc, tout est possible à ce niveau. Pour aujourd'hui, je vais en rester là. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil du côté de Fabricator Zler. Donc, il vous vend d'une part les STL, et vous pourrez trouver ces modèles imprimés chez d'autres revendeurs partenaires, comme Sales Figurines, dont j'ai parlé récemment. Donc voilà, en tout cas, le décor, il est très bien. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais le peindre. Je vais commencer à faire ça dans pas longtemps. En ce moment, le planning se bouscule un petit peu. Alors, le décor, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, j'y reviendrai peut-être dans de futures émissions, parce qu'en termes de peinture, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Pour aujourd'hui, on va principalement en rester au bouquin. Alors, ce bouquin, déjà, il est très gros. Il fait plus de 300 pages, c'est un gros pépère. Et honnêtement, le premier ressenti, c'est qu'on a une espèce de bouquin à l'ancienne, vous savez, avec la bonne vieille couverture souple, un intérieur le plus austère du monde, hein, en termes d'esthétique, en termes d'habillage graphique, c'est austère de ouf. Et on a un peu un revival quoi, de ces bouquins un peu à l'ancienne qu'on avait en V3, qui étaient gros, souples, austères, mais tout à fait palpitant. Et honnêtement, c'est réellement le cas ici. Ces 300 pages, je les ai bouffées. Alors qu'on parle d'un bouquin de règles. Et honnêtement, ce feeling-là, à kiffer lire un bouquin de règles, je ne l'avais pas ressenti depuis la création de Jérusalem. Sans déconner, on a, au fil de la lecture, un vrai sentiment de jeu. Franchement, les livres de règles, par exemple V9, V10, je les ai lus, mais c'était absolument dénué de passion. À vrai dire, ça me saoulait plutôt qu'autre chose. Par exemple, la lecture de livres de règles de la V10, donc Léviathan, j'étais plus, si vous voulez, dans cette espèce de OK, il faut s'y coller, les règles ont changé, OK, je vais apprendre pour pouvoir jouer, voilà, pour pouvoir continuer tout simplement l'aventure 40 000. Mais quand on lit ces règles, en fait, très peu de fois, on arrive véritablement à se projeter sur un terrain de jeu. On est plutôt dans un truc relou, quoi. On est dans quelque chose de très mathématique. Et là, à la lecture de ce boarding action,
putain, mais en fait, je n'ai pensé qu'à ça. Je n'ai pensé qu'à jouer. À chaque nouvelle page, il y a des idées qui viennent, quoi. Des idées de bataille, des idées de match-up, des idées de... C'est une vraie foire à idées, finalement, ce bouquin. Donc, c'est tout à fait palpitant. Le bouquin est très cool. Je dis qu'il est terriblement austère, mais on n'est pas non plus sur du full noir et blanc, hein. Il y a de la couleur partout. Ça reste quand même assez agréable à parcourir. Il y a des petits morceaux de lore partout. Il y a des petits morceaux de texte partout. On reste quand même sur une lecture très agréable. Mais en tout cas, la lecture est complètement animée, du moins ça a été mon cas, par des idées de jeu en pagaille, à tel point qu'on finit par en avoir le tournis, on a beaucoup trop d'idées. Bref, commençons donc avec ce livre par la partie règles. Alors, bonne nouvelle les gars, la partie règles, ça ne vous demandera pas plus d'un quart d'heure, allez, 20 minutes pour les plus mous du bulbe, on va dire. Mais en tout cas, en 20 minutes, c'est plié. Les règles de Boarding Action sont extrêmement simples. Comme je l'ai dit, c'est un jeu dans le jeu, et tout simplement, ces règles, elles vont consister à réadapter le jeu à la réalité physique que sont des couloirs, des portes, des salles. Bref, autre chose à noter, et là c'est quelque chose qui peut potentiellement plaire à un paquet d'entre vous, c'est que la première page de règles, il vous est clairement dit data slate, fuck off. C'est-à-dire que les plaques de données d'équilibrage, les modifications de règles, bref, les choses qui sortent tous les 3 mois et qui généralement vous gonflent, vous les ignorez purement et simplement. Ce bouquin, Boarding Action, il est inscrit dans le marbre pour toute la V10. Vous n'aurez rien à y ajouter, vous n'aurez rien à y modifier. Alors ça déjà, c'est une excellente nouvelle. Ok, ce bouquin, je l'ai payé 40 balles, mais je suis peinard. Je suis peinard, plus jamais j'y touche. J'ai déjà mis mes petits post-it un petit peu partout pour retrouver les éléments clés rapidement. Ce truc va me suivre pendant 2 à 3 ans et voilà, je n'aurai aucun autre bouquin à me trimballer. Je n'aurai pas à aller voir des trucs sur l'appli officielle. Non, le bouquin suffit. Il restera là en bordure de table, on ira y piocher des infos de temps en temps, mais bref, on retourne à un cadre de jeu qui ne se résume plus qu'à un seul bouquin. Et d'ailleurs, ce bouquin, il sera réellement le seul, c'est que pour jouer à Boarding Action, vous n'aurez pas besoin de votre codex. Le codex, on oublie. Les règles de détachement, les optimisations, les stratagèmes, tout ça, vous n'en aurez pas besoin. Ce bouquin, il regroupe à la fois les règles, ou plutôt les adaptations de règles Boarding Action. Il regroupe le pack de missions, et là on parle de 200 pages de missions, excusez du peu, on y reviendra. Et ensuite, vous avez ce qui est un codex pour toutes les armées du jeu. Donc chaque faction du jeu va disposer de 2 à 6 détachements, et vous oubliez tous ceux qu'il y a présents dans votre codex. Donc je vous dis, c'est un seul et unique bouquin pour absolument tout. Admettons, vous jouez à 4 là en multijoueur, ce gros bouquin, il va regrouper le codex de ces 4 joueurs. Donc très très cool. Et à vrai dire, pour partir sur un environnement de jeu encore plus épuré, encore plus simplifié, à vrai dire, rien ne vous interdit d'en rester à ce qui a été les index V10. Tout simplement, à la sortie de la V10, vous gardez l'index. Les sorties de codex, elles introduisent quoi principalement? Elles introduisent les détachements, les optimisations, les reliques, les stratagèmes, etc. Mais à vrai dire, les datasheets, de l'index au codex, en général, pour 95% d'entre elles, elles ne changent pas. Elles sont parfois un petit peu réadaptées, mais honnêtement, il n'y a eu que peu de changements de l'index au codex en termes de datasheet. Donc, si vraiment vous voulez pas vous prendre la tête, restez en index tout simplement. Bref, les règles, comme je l'ai dit, c'est très simple. Ça va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes. Et qu'est-ce qu'il y a à noter finalement? L'idée générale de ces règles, ou plutôt de ces modifications de règles, c'est le retour d'une vraie logique physique dans Warhammer 40 000. On a un gameplay qui va renouer avec ce qu'est un vrai décor. Et là, je peux remonter à mes souvenirs d'initiation, par exemple en V8, en fin de V8. Moi, en tant que nouveau joueur, j'étais là en mode attends, mon escouade, elle peut passer à travers le mur.
Le mec il fait: «Ah ouais, 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 c'est des ruines, tu peux passer à travers». Je fais: «Bah oui, mais il y a pas de porte, il y a pas de fenêtre, il passe par où?» Bref, ça a été une des complications au début, tu vois? Je comprenais pas comment une escouade de Terminator pouvait passer au travers d'un mur. Essayez chez vous, vous verrez, ça ne marche pas. Moi, ça m'est arrivé une fois, mais bon, ça avait fini aux urgences. Donc donc Boarding Action remet un peu, dans l'équation, eh bien, une vraie, donnée physique tangible. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir passer au travers des murs, vous n'allez pas pouvoir charger une unité que vous ne voyez pas, vous n'allez pas pouvoir infliger des dommages à des figurines que vous ne voyez pas. À Warhammer 40 000 par exemple, OK, vous êtes une escouade de Terminator, vous voyez au loin une horde de 20 cultistes, seulement vous en voyez un sur les 20. Eh bien, ça ne vous interdira pas d'infliger des dommages à 18 cultistes sur 20, même si de base vous n'en voyez qu'un. Dans Boarding Action, c'est simple, vous ne pourrez infliger des dommages qu'à celui que vous voyez. C'est-à-dire que vous allez résoudre vos tirs le plus normalement du monde, mais tous les dommages qui ont au-delà de ce simple kill, eh bien, seront perdus. Les autres, vous ne les voyez pas terminés. Ensuite, vous ne voyez plus rien, eh bien, vous ne pourrez pas charger. Donc bref, il y a une vraie logique physique qui est de retour dans le jeu. Ça, à mon sens, moi déjà, ça me fait beaucoup de bien. Disons que mon petit esprit un peu pragmato-matheux avait quand même à l'époque pas mal de mal à envisager le fait qu'une escouade traverse les murs. Ça me faisait chier, hein, pour pas dire autre chose. Bref, on a une logique physique de retour. On a également des éléments de gameplay qui vont s'articuler autour des portes. Des portes, bah ouais, parce que des coursives de vaisseaux, il y a des portes partout. Donc ici, elles sont appelées écoutilles. Et donc, on a un élément de gameplay qui consiste tout simplement à les ouvrir et à les fermer. Alors vous allez me dire, ouais, ok, super, on ouvre et on ferme des portes, c'est passionnant. Non, en fait, c'est pas chiant. Donc ce truc a lieu à la fin de votre phase de mouvement. Ok, vous faites un mouvement. Si vous finissez à moins de 1 pouce d'une porte, vous allez pouvoir l'ouvrir ou la fermer, tout simplement. Et ça, bah en fait, ça introduit des éléments de gameplay assez particuliers, comme par exemple se mettre en embuscade, ouvrir la porte et se préparer en état d'alerte. Ou alors tout simplement mettre toute son escouade face à une porte fermée et se préparer à la défense. Donc ça va pouvoir dire forcer une écoutille, enfin du moins empêcher votre adversaire de forcer une écoutille. Vous défendez une porte, s'il y a une autre escouade de l'autre côté du mur qui tente de l'ouvrir, eh bien, il y aura un petit jet de dés à faire qui sera basé sur l'endurance et bah, vous allez pouvoir empêcher votre adversaire d'ouvrir la porte. Tandis que vous, au tour d'après, eh bien, vous ouvrez la porte et vous tirez à vue. Donc bref, il y a du vrai élément stratégique qui va tourner autour de ce gameplay d'ouverture de porte. Donc vous allez pouvoir protéger un accès, défendre un accès, préparer un état d'alerte, charger à travers une porte ouverte, etc. Donc la chose a lieu, comme je l'ai dit, en fin de phase de mouvement. Seulement, dans le jeu, eh bien, vous allez trouver des améliorations ou des stratagèmes qui vont vous permettre de le faire au début de votre phase de mouvement. Ça, c'est quelque chose de très fort. C'est un des éléments de gameplay les plus forts que vous allez trouver dans Boarding Action. C'est le simple fait d'ouvrir une porte, puis de pouvoir faire ton mouvement. Ça va vous changer la vie. Ensuite, en termes de règles, eh bien, on a une espèce de nerf du mot-clé vol, c'est-à-dire que tout ce qui vole va avoir ses distances de mouvement réduites à 9 pouces. À vrai dire, ça, c'est pas vraiment dérangeant parce que je pense que la plupart des gens n'auront pas forcément envie de jouer des unités volantes. Ça a assez peu de sens, à vrai dire, quoi. Ça peut être cool, par exemple, pour des unités à réacteur dorsal, hein, comme les Space Marines, si vous voulez. Des Space Marines à réacteur dorsal, ce ne sont pas véritablement des éléments volants. Ce sont plutôt des éléments propulsés. Bon, j'ai souvenir de quelques lectures de littérature Ravengard qui racontaient un petit peu ça. C'était des équipes d'intervention à bord de vaisseaux. D'ailleurs, vous en avez dans le livre de règles Léviathan, il me semble. Voilà des membres d'assaut à réacteur qui se déplaçaient très vite dans les coursives de vaisseaux. Le réacteur dorsal, quelque part, il va leur permettre tout simplement de courir plus vite. Si vous ne voyez pas ce dont je parle, eh bien, faites l'expérience vous-même. Attachez-vous à un pétard mammouth à l'arrière de votre slip. Demandez à votre assistant d'allumer la mèche et vous vous rendrez compte que vous allez courir très très vite.
On est un peu dans cet esprit, voilà, de propulsion et de sprint. Mais globalement, donc vos unités volantes, au lieu de bouger de 12, elles vont bouger de 9. Mais franchement, je ne pense pas qu'on en verra beaucoup sur les tables parce que je trouve ça assez inapproprié. On va plus avoir envie de jouer de la simple infanterie. Autre élément clé du gameplay de Boarding Action, ça va être les manœuvres tactiques. Vous avez le choix entre 3 voire 4 manœuvres tactiques. Donc ça a lieu au début de votre phase de tir et ça introduit bien d'autres petits éléments de stratégie. Par exemple, sécuriser le site. Donc ça va vous permettre de sécuriser un objectif qui restera à vous même si vous vous en éloignez. Donc le fameux sticky objet. Autre manœuvre tactique, préparer son état d'alerte. Alors l'état d'alerte ici ne sera plus un stratagème, mais sera une manœuvre tactique, c'est-à-dire que ok, je m'empare d'un objet, je n'ai pas d'ennemi en vue, au lieu de tirer, parce que j'ai personne, j'ai aucune cible sous les yeux, je vais me mettre en état d'alerte, comme ça au tour suivant, si l'adversaire déboule devant moi, je vais pouvoir lui tirer dessus avec les mêmes règles habituelles du tir en état d'alerte, c'est-à-dire que les lance-flammes touchent auto, tout le reste va toucher sur du 6. Vous avez également une manœuvre tactique qui est préparer sa défense. Et ça, comme je l'ai dit, donc ça va vous mettre un +1 hit au corps à corps. Et ça, comme je l'ai dit, ça vous permet de défendre un accès particulier. Donc typiquement, derrière une porte fermée, vous mettez une unité d'assaut qui va se préparer à recevoir une charge. Donc finalement, des choses très simples. On n'est pas dépaysé, mais bon, voilà, on a l'introduction de nouveaux types d'actions au sein de la phase de tir. Autre élément, et celui-là, il est vraiment pas négligeable, c'est que vos unités ne seront plus menées. On oublie les leaders qui intègrent des unités et qui leur donnent des règles spéciales. Eh bien ça, vous le perdez. Vos personnages, ils vont se jouer seuls et leur règle spéciale qui consiste à leader une unité, elle va prendre une forme différente. Par exemple, un des exemples les plus simples, un lieutenant primaris Space Marine, sa petite règle, c'est que dès lors qu'il intègre une unité, il va donner à tout le monde le Lethal Hits. Cette fois, votre lieutenant sera seul et si vous voulez que l'unité qu'il avait tendance à guider récolte les bénéfices de sa règle spéciale, il va falloir vous situer à moins de 6 pouces d'elle et à votre phase de commandement, vous allez lui donner un ordre et cet ordre n'est autre que finalement son habileté spéciale. Et ça s'incarne sous la forme d'un stratagème qui coûte un PC. Donc mon lieutenant, pour un PC, il va dire toi, l'unité là-bas, là, à 6 pouces de moi, eh bien, je te donne le Lethal Hits. Ensuite, les deux unités séparément peuvent prendre le chemin qu'elles veulent. Il n'y a pas de règle d'aura de 6 pouces. Il suffit juste de donner un ordre et ensuite chacun fait sa petite vie de son côté. Quant aux unités qui avaient des règles du genre tant que je suis leadé, je gagne cette règle spéciale-là, eh bien ces règles-là disparaissent tout simplement. Par exemple, une escouade de Wardens, de veilleurs custodiens, tant que cette unité est leadée, elle dispose d'un -1 bless, et bien ça, vous l'oubliez, ça n'existe plus. Continuons avec la suite, et la suite, ça va concerner les stratagèmes et les optimisations. Et alors, pour ce boarding action, tous les stratagèmes génériques que vous trouverez dans le livre de règles de Warhammer 40 000, eh bien, vous les oubliez. Ça n'existe plus. Le tank choc, le grenade, tout ça, ça n'existe plus. Maintenant, bien, vous allez vous contenter de stratagèmes vraiment épurés et simplifiés. C'est-à-dire que vous n'aurez plus que 5 stratagèmes différents. Donc parmi ces stratagèmes, eh bien, il y a l'ordre de terrain, ce dont je viens de vous parler. Un personnage donne un ordre à une unité avec sa règle spéciale. Vous avez également la relance de commandement. Vous avez la contre-offensive qui vous permet d'interrompre une séquence de corps à corps. Donc là, on est en terrain connu. Vous avez autre élément connu, le courage insensé qui vous garantit de réussir un test de Battle Shock. Et vous avez une petite règle de tir sympa qui s'appelle déblayage explosif. J'ai oublié de vous en parler, mais autre petite règle qui change, par exemple, les armes de tir avec un mot-clé blast. Donc pour rappel, vous rajoutez
une attaque par tranche de 5 figurines. Ce mot-clé blast, eh bien, si vous ne voyez pas l'intégralité de l'unité, vous n'allez pas pouvoir ajouter les tranches de 5 que vous voulez. Eh bien, ce petit stratagème, déblayage explosif, par exemple, une unité de Poxwalkers, vous n'en voyez que 2. Si vous faites une attaque à blast dessus, vous allez considérer voir les 10 Poxwalkers pour le calcul de votre nombre d'attaques. Bref, une petite règle qui améliore votre attrition au tir. C'est tout à fait sympa. Bref, uniquement 5 stratagèmes, honnêtement, ça va être plutôt facile à retenir, quoi. Du côté des optimisations, cette fois, vous en avez 6 et honnêtement, elles sont toutes bien, ces petites optimisations génériques. Donc, vous aurez à les choisir soit là-dedans, soit dans les optimisations qui vous seront proposées avec le détachement de votre faction. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais par exemple, on y retrouve Brécheur Expert. Ça, je vous en ai parlé, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir une écoutille au début de votre phase de mouvement et non pas à la fin. Donc quelque chose de très utile. Pour un personnage également, vous allez pouvoir lui donner un téléporteur qui va lui permettre de faire des FEP, parce que oui, la FEP existe toujours à Boarding Action. Vous avez également les tactiques d'abordage supérieur qui vous permettent de commencer la bataille à 2 PC au lieu d'un et d'autres trucs, tueur en combat rapproché, une petite reroll de bless, une arme de tir emblématique et une autre optimisation très très sympa, chef hors pair, qui va vous permettre de passer le stratagème ordre de terrain pour 0 PC. Donc très très bon. Bref, on a ce petit couteau suisse dans les règles génériques de Boarding Action. Les stratagèmes et les optimisations sont toutes utiles, sont toutes utilisables. Et pour les règles, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Honnêtement, je n'ai sans doute pas tout dit. Là, je suis en train de dérouler le bouquin sous les yeux. Mais c'est plus ou moins ça, quoi. Le calcul des distances, vous allez les calculer en tenant compte des éléments de terrain. C'est par exemple, si une figurine est derrière un mur, vous êtes techniquement à vol d'oiseau à 2 pouces d'aile, mais en vérité, vous n'y êtes pas. Il faut mesurer le terrain, la distance qui contourne le mur qui vous sépare de la figurine ennemie. Donc il y a quelques petits éléments de gameplay comme ça qui vont quand même changer. Il y a 2-3 trucs sur les portées d'engagement, sur les corps à corps à travers une écoutille ouverte, mais à vrai dire, ce ne sont que des micro-détails. Ok, la portée d'engagement passe de 1 pouce à 2, par exemple. Bref, les règles, c'est réellement très, très simple. Le bénéfice du couvert, ça ne change pas vraiment. Les armes à tir indirect, ça n'existe tout simplement plus. Les petites manœuvres tactiques dont je vous ai parlé, non, franchement, je pense avoir tout dit. Quelques petits détails qui changent sur les mouvements de consolidation et d'engagement. Et voilà, c'est tout. Pour la partie règle, c'est le petit quart d'heure de lecture. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et du coup, on va pouvoir attaquer la partie mission. Donc la partie mission, on a plus de 150 pages. Et honnêtement, dans ce gros bouquin, c'est tout simplement le plus gros morceau. C'est le morceau dans lequel on va vraiment se projeter. On va avoir des idées en pagaille, des idées de bataille et également des trucs finalement qui iront bien plus loin que le simple fait de s'affronter dans un vaisseau spatial. Parce que Boarding Action, malgré son nom, au final, c'est quoi ? C'est Warhammer 40 000 dans un milieu clos. Ce milieu clos, moi j'ai eu plein d'idées à ce sujet. C'est ok, vous faites une grande partie à 3000 points avec votre pote, là, ok, un Ultramarines Death Guard, dans le cadre d'une campagne de la guerre de la peste dans le système Ultramar, très cool. Une grande map. Sur cette map, vous avez deux sas qui sont enfoncés dans le sol. Rien ne vous empêche de dire que ces sas mènent à une petite galerie souterraine qui sera représentée par une moitié de map Boarding Action. Vous pouvez faire un scénario où il va falloir aller poser des charges explosives dans cette galerie souterraine pour faire péter un titan ou que sais-je. Vous allez pouvoir intégrer des milieux clos au sein de vos parties sur table normale. Alors ça, vraiment, moi, ça s'est bousculé dans ma tête à ce niveau-là. Néanmoins, pour cette première émission, on va rester dans le cadre classique des batailles dans des vaisseaux spatiaux.
Alors, ces missions, elles vous sont proposées suivant plusieurs chapitres. Vous avez plusieurs catégories de missions. Tout d'abord, les missions symétriques. Donc là, c'est ce qui se rapproche le plus d'un match play à Warhammer 40 000, mais encore que ce soit extrêmement simplifié. On oublie par exemple les missions secondaires, etc. Les missions symétriques, ce sont tout simplement des missions où l'attaquant et le défenseur auront exactement les mêmes objectifs à remplir. Donc ce sont des missions très simples, néanmoins, elles sont toutes en vérité contextualisées. C'est qu'à chacune de ces pages de mission, eh bien, le décor vous est posé, les enjeux aussi, et à vrai dire, ça c'est vraiment ce que j'ai le plus kiffé dans la lecture de ce bouquin, c'est qu'on n'a pas de mission à vrai dire, débile. Vous savez, des missions où finalement on doit contrôler des zones sans trop savoir pourquoi. J'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes, hein, mais vous savez, ces missions secondaires dénuées de sens, eh bien, ici, tout en a du sens. Et c'est vraiment la grande, grande richesse de ce bouquin. Donc, mission symétrique, tout le monde a le même objet. Les missions asymétriques, quant à elles, où là, l'attaquant et le défenseur vont véritablement avoir des types d'objectifs très, très différents. Là, honnêtement, c'est le gros kiff. On retrouve, si vous voulez, cet esprit de mission qu'on peut avoir dans les scénarios White Dwarf, par exemple, où, par exemple, il y a les conditions de victoire, c'est tu as un truc à faire, quoi. Si tu n'arrives pas à le faire, tu perds, tout simplement. Donc là, on trouve là, c'est du régal. On se régale avec les missions asymétriques. Il y a plein, plein de scénarios différents. Libérer des prisonniers, par exemple, défendre des chambres fortes, empêcher que l'ennemi ne fasse une brèche dans les murs pour ouvrir carrément votre vaisseau sur le vide spatial. Là, les missions asymétriques, ça promet d'être palpitant. Ensuite, vous avez une longue campagne qui tient sur une vingtaine de pages, la campagne du roc assiégé. Donc, c'est quelque chose qu'on trouvait dans les Arches fatidiques, une longue campagne. Donc, ça met en place les Dark Angels face bien, au chaos Space Marine mené par Vashtor. Cependant, eh bien, tout est fait pour que vous puissiez quelque part appliquer cette campagne à n'importe quelle autre faction tant que ça reste Imperium versus Chaos. Donc cette campagne, pouah, elle vend du maxi rêve. Là, honnêtement, il faut que je trouve quelqu'un pour la faire, hein. Il faut absolument que je trouve quelqu'un. Envoyez votre CV sur ruralhammer.com. Non, ça n'existe pas. Bref, envoyez-moi un message si vraiment vous voulez vous la taper, cette campagne. Honnêtement, elle est énorme. Elle est super. Ensuite, vous avez des missions narratives. Alors, les missions narratives, on reprend quelque part la structure de la mission asymétrique. Cependant, là, on va exagérer le contexte. On va lui donner un contexte très précis et à vrai dire, un contexte qui existe ou qui a existé dans le lore de Warhammer 40 000. Par exemple, vous avez une mission qui se déroule sur un vaisseau impérial qui vient de subir une charge d'Angron. Donc là, on met beaucoup de contexte. Donc ces missions narratives, ce sont vraiment celles-ci dans lesquelles on va se projeter le plus. Il y a des missions, quand vous les lisez, vous dites ah putain, ok, là-dessus, il faut absolument des escouades Terminator face à une horde de Gen Stealer. Vous savez, c'est vraiment les missions qui vont vous donner le plus d'idées en termes de match-up, en termes d'affrontement. Donc, c'est excellent. Ensuite, vous avez les missions d'opération de brèche. Alors là, on est sur une niche dans la niche parce que ça s'adresse à ceux qui ont les éléments de terrain supplémentaires qui nous viennent de Kill Team. Il y a eu quelques boîtes Kill Team qui ont proposé des éléments de décor optionnels pour boarding action. Eh bien, ces éléments de terrain optionnels, ils vont avoir des règles à eux, ajoutant encore plus de richesse dans le truc. C'est assez faramineux, sincèrement. Donc, il y a des éléments de décor qui vont devenir explosifs, des éléments que vous allez pouvoir jouer les sapeurs. Il y a des pupitres de commande qui vont ouvrir des portes à distance. Il y a des robots tourelles qui vont vous allumer dès lors que vous pointez. Bref, on rajoute encore plus d'épaisseur dans le gameplay. À vrai dire, ces éléments de terrain Kill Team optionnels, à l'heure actuelle, il me semble qu'ils sont introuvables. Donc cette partie-là, je pense que je vais la faire imprimer. Néanmoins, pour l'instant, j'ai bien assez de boulot comme ça. En tout cas,
vous avez une énorme couche de gameplay supplémentaire grâce à ces petits éléments de terrain et c'est très cool. Ensuite, vous avez les missions de tréfonds obscurs. Alors là, c'est quelque chose de très très particulier. Ce sont des missions donc, qui s'inspirent du lore des Arches Fatidiques. Les Arches Fatidiques, ce sont des vaisseaux mais infernaux en perpétuelle mutation et ça va introduire un élément de gameplay supplémentaire, c'est que chaque joueur va pouvoir choisir un type de map et cette map, donc chacun des deux joueurs, et donc ces deux moitiés de map, elles vont s'assembler. Et quelque part, le choix du terrain introduit de nouveaux éléments de stratégie, de nouveaux éléments de gameplay. Donc vous avez une bonne vingtaine quand même de missions comme ça qui vous sont proposées. Je pense que ces missions-là, elles s'adressent à ceux qui ont déjà poncé toutes les précédentes. Et ensuite, bien, vous avez les missions multijoueurs, donc à 3 joueurs, à 4 joueurs. Donc ici, on a beaucoup moins de contexte en termes de narration. Par contre, en termes de fun, eh ben là, ça va y aller, hein. Franchement, là, j'ai lu des trucs, mais les affrontements de vaisseaux à 4 joueurs, ça va être une folie, ça va être absolument n'importe quoi. Je pense qu'on va se régaler avec les missions multijoueurs de ce bouquin. Donc ces missions, elles vous sont, donc quelle que soit sa forme, hein, symétrique, narrative, asymétrique et j'en passe, et elles seront toujours présentées de la même manière. C'est que vous allez avoir un plan de bataille. Donc c'est tout simplement le montage du terrain. Donc ce montage de terrain, il vous a indiqué via une espèce de nomenclature, hein. Chaque élément de terrain correspond à un symbole. Honnêtement, c'est clair comme de l'eau de roche. Pour avoir fait le test, eh bien, une zone de terrain board in action, ça prend à peu près 5 à 10 minutes à être monté. Donc on est quelque part sur quelque chose de extrêmement clair. Le terrain, en tout cas les tapis, ils sont quadrillés de manière à ce que tout s'y retrouve bien. Bref, chaque mission a sa petite architecture différente. Et ensuite, pour chacune de ces missions, eh bien, vous avez des mises en contexte. Alors ça, pour moi, c'est l'énorme point fort, hein, vraiment du jeu. C'est ce que je retiens le plus de ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas une seule mission qui n'ait pas de sens. Chacune d'entre elles, même les missions symétriques qui s'adressent plus aux débutants ou par exemple à faire des initiations, vous aurez à chaque fois une mise en contexte, même pour les missions les plus basiques. Ça vous permet réellement de vous projeter sur la table de jeu en lisant simplement une carte de mission et c'est génial. Donc cette mise en contexte, vraiment, c'est le gros point fort à mon sens. Et certaines missions, eh bien, elles vous donnent clairement des idées réelles de match-up. Elles vont vous donner des idées de type de liste, de type d'unité. Donc voilà, vous lisez une mission où carrément le vaisseau est assailli par une horde. Il y a 2 chambres fortes dans ce vaisseau qui contiennent des reliques extrêmement précieuses. Là, clairement, bah oui, si vous jouez Space Marine, dans ces 2 chambres fortes, il vous faut des chevaliers de la Deathwing. Donc votre liste à 500 points se contentera d'aligner 2 escouades de Terminator, alors qu'en face, potentiellement, le mec pourra aligner une cinquantaine de Termagants. Vraiment, quand on lit les cartes de mission, on a ce genre d'idées qui pop le plus naturellement du monde, dès lors qu'on connaisse un peu le lore de manière approfondie. Donc c'est vraiment très très cool. Donc, ces petites missions, je vais vous en donner quelques exemples. On va commencer par une mission donc symétrique où l'attaquant et le défenseur auront les mêmes objectifs. Donc déjà, Boarding Action introduit un petit élément de gameplay différent, c'est que là, on monte des listes à 500 points. Donc vous le savez, si vous jouez à Warhammer 40 000, depuis un peu à cette folie du Wargear gratos, faire des listes ne serait-ce qu'à 1000 ou 2000 points pour tomber sur le chiffre rond, parfois, on se prend vraiment la tête. Eh bien, c'est encore plus le cas à Boarding Action. Donc, vous allez pouvoir avoir une liste à 505 points, tandis que votre adversaire en aura une à 490, par exemple. Eh bien, ce coût en points, il va être pris en compte. C'est-à-dire que celui qui a le coût en points le plus faible devient l'outsider de la partie. Et en tant qu'outsider, eh bien, selon les missions, il aura des petits bonus ça et là. Il va pouvoir commencer avec un PC de plus que vous. Il va avoir accès à des options de déploiement plus riches. Bref, il y a ce petit bonus de perte en points qui prend corps dans l'émission. Donc ça, on accueille la chose de manière très bienvenue. Allez, première mission, mission symétrique, fuite de radiation.
Au milieu des fusillades et des explosions de shrapnel d'une action d'abordage, il est inévitable que des systèmes vitaux et souvent dangereux soient endommagés. Quand les combats atteignent l'enginarium du vaisseau, un des réacteurs à plasma est touché. Un spectre exotique et fatal de radiation se met à monter en volute dans l'air, tels des esprits malicieux cherchant à drainer la vie des combattants. Remporter la victoire est à présent une course cruelle contre le temps. Alors là, on parle d'une mission extrêmement pété. La map est très simple, le déploiement est très simple, et donc les objectifs de mission se feront suivant le grand classique de Warhammer 40 000, ça va tout simplement être du contrôle d'objectifs. Et il y aura des bonus de fin de partie. Mais en tout cas, durant cette partie, eh bien, il y a une zone de radiation sur la map qui va progresser de tour en tour. Donc vous avez un quadrillage de cette map en 4 secteurs. Et ben, plus la partie va se dérouler, plus la zone contaminée va grandir de secteur en secteur, vous donnant eh bien, des sérieux malus. Vous allez dans le niveau bénin soustraire 1 au commandement, bon, on s'en fout un peu. Niveau élevé de radiation, vous soustrayez 1 à la caractéristique de mouvement, et niveau extrême, vous soustrayez 1 à la caractéristique d'endurance. Et à savoir que ces effets sont cumulatifs. Donc, à la fin de la partie, si vous êtes dans une zone irradiée, vous avez moins un commandement, moins un mouvement, moins un endurance. Donc, ça peut devenir chaud quand même. Et naturellement, en termes de points, contrôler les objectifs qui sont situés dans la zone irradiée, eh bien, vous accordera la victoire. Donc voilà, une petite mission symétrique, toute bête, avec une carte toute bête. Cependant, eh bien, il y a un vrai contexte. Et ce contexte, eh bien, il va vous mener la vie dure. Et ça aide, si vous voulez, d'avoir ce petit texte qui nous dit que, en fait, cette bataille, elle se déroule, mais dans une atmosphère, mais hyper nocive, quoi. Votre peau se fait attaquer, vous souffrez physiquement, en fait, de l'air que vous respirez. Donc voilà, petite mission symétrique très, très sympa. Allez, autre exemple avec une mission asymétrique, cette fois, qui s'appelle Délivrance. Dans le chaos des abordages, des unités isolées sont souvent faites prisonnières. Le destin qui attend de tels guerriers est presque toujours la torture, l'esclavage ou la mort. Ces soldats ne gardent pas moins espoir d'être libérés par leurs alliés pour reprendre les armes. Et bien là, vous l'aurez compris, c'est une mission où il va s'agir de libérer des prisonniers. Alors, les prisonniers sont détenus par le défenseur. Ce défenseur va avoir une espèce de chambre forte qui va donc être la cellule des prisonniers. Ces prisonniers, ils vont être choisis dans la liste de l'attaquant. Il faut que ce soit une unité d'au moins 60 points. Et donc, vous allez devoir la délivrer. Donc, le défenseur dispose de plusieurs zones de déploiement. Il a des zones d'entrée de garde, donc ceux qui sont dédiés quelque part à monter la garde autour de la cellule de prison. Il y a une zone d'entrée de renforts, des renforts qui vont se pointer dès lors que l'alarme sera déclenchée, et une zone d'entrée de patrouille. Donc ça, c'est-à-dire, c'est une unité qui fait un peu le tour de la map de manière continue. L'attaquant, quant à lui, va faire ses mouvements en essayant de ne pas déclencher l'alarme. Donc, il y a beaucoup de règles différentes dans ce genre de mission asymétrique. Il y a pas mal de règles, donc vous allez pouvoir déclencher l'alarme ou pas, les gardes vont pouvoir se déplacer ou pas, la patrouille pourra surgir d'un bord du terrain ou pas. Tout est extrêmement scénarisé et c'est vraiment très cool. Et pour ce genre de bataille, eh bien, quand vous libérez vos prisonniers, ces prisonniers, ils vont pouvoir prendre part à l'espèce de pogo qui va régner dans les couloirs. Et donc, les conditions de victoire, eh bien, elles s'accomplissent suivant plusieurs degrés. Par exemple, si l'unité emprisonnée est encore dans sa cellule, alors là, c'est total win pour le défenseur. Si l'unité emprisonnée n'est plus dans la cellule, mais qu'elle a été fauchée, c'est encore une victoire défenseur, mais une victoire plus modeste. Et ensuite, d'autres cas où l'unité emprisonnée, c'est d'une part évadé, a repris les armes et fini sur la table vivante. Alors là, c'est full win pour l'attaquant. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de mission secondaire. Vous avez une seule et unique mission. Mais cette mission, eh bien, elle va se faire pas mal perturber
par des imprévus, que ce soit une alarme déclenchée ou des renforts qui arrivent, honnêtement, tout peut arriver. Donc ça, typiquement, c'est le genre de mission qui me sauce. Ça me sauce de ouf. Je trouve le truc mais trop, trop bien écrit. C'est vraiment très cool. Autre exemple de mission asymétrique, vider le vaisseau. Si en général, assaillir un vaisseau ennemi consiste à en prendre le contrôle en défaisant ses défenseurs au combat rapproché avant de s'emparer des positions stratégiques, d'aucuns privilégient une approche plus simple et audacieuse, exploser les ponts du navire au vide. Une fois les défenseurs projetés dans l'espace, la voie vers l'enginarium, les arsenaux et les passerelles sera naturellement libérée. Vous l'aurez compris, cette fois l'attaquant, il va vouloir carrément percer les murs du vaisseau qui débouche sur le vide spatial. Donc encore une mission très très fun. Donc vous avez carrément cette fois sur la map une zone inaccessible qui correspond au vide spatial. Donc une zone inaccessible néanmoins qui va être ouverte sur 4 sas différents. Et donc ici l'assaillant, son but ce sera bien d'ouvrir ces sas pour donner carrément sur le vide spatial. Alors, dès lors qu'un sas est ouvert, naturellement, ça va faire de gros dégâts. Et donc, le défenseur doit empêcher ça coûte que coûte. Donc là, on a 2 types de missions différentes. Maintenez l'intégrité du vaisseau pour le défenseur et coupez la tête pour l'assaillant. Donc, on est encore sur des formes de missions, mais assez extrêmes, quoi. Et là, quelque part, mais quand on lit ça, quand on regarde la map, on a envie de quoi? On a envie d'une véritable horde qui, honnêtement, va essayer de faire une brèche dans les murs pour déboucher sur le vide spatial et mourir dans la foulée. Là, on a en tête voilà, une horde de cultistes fanatisés et dégénérés, quoi, clairement, qui s'en prendraient, par exemple, à une force d'élite comme les Space Marines, moins nombreuses en nombre, mais plus létales également. Bref, ça, également, c'est le genre de mission qui donne véritablement plein d'idées. Donc concernant la campagne du Roc, la campagne du siège du Roc, je ne vais pas revenir dessus parce qu'il y a tellement de choses à en dire. Cette campagne du Roc, donc on est sur pas loin d'une vingtaine de missions, donc autrement dit une campagne quand même au long cours. Elle est tout simplement passionnante et quelque part c'est un genre de best-of de Boarding Action. C'est que vous allez trouver quelque part les types de missions les plus kiffantes. Et donc vous aurez mais tout type de missions et donc chacune de ces batailles naturellement s'impliquera dans d'autres. Par exemple, la première mission de cette campagne, il s'agit pour l'assaillant de récupérer des informations que le défenseur aura cachées sur un des objectifs de la map. Si l'assaillant parvient à s'emparer de ces informations, ça va lui faciliter la vie 3 missions plus tard. Il tirera bénéfice d'avantages stratégiques liés à cette victoire-là. Donc on est sur une croisade, enfin une campagne dans un modèle classique, mais sans, si vous voulez, les trucs un peu relous qui consistent à calculer les améliorations et les malus en fin de partie. Ici, les choses sont très simplifiées. Et vraiment, ce qu'on en retient, mais c'est un aspect narratif total. Franchement, c'est du grand art. Et donc, une campagne Imperium versus Chaos, eh bien, vous allez pouvoir varier les listes, varier les intervenants. Ça va être tout simplement du grand art. Il y a clairement des missions qui s'adressent, par exemple, à un inquisiteur. D'autres vont plus s'agresser carrément à une force d'élite. Il y a beaucoup de choses à faire. Naturellement, le meilleur scénario du monde, ce serait de jouer la véritable campagne du Roc, donc c'est-à-dire faire affronter les Dark Angels aux Space Marines du Chaos. Mais honnêtement, le truc a été écrit de telle manière que si vous faites un Blood Angel versus Space Marine du Chaos avec des démons, eh bien ça marchera tout aussi bien. Donc franchement, encore une grande réussite pour cette campagne-là. Vraiment, ça vend du rêve, quoi. Ça vend du rêve, les gars. Et concernant les missions narratives, alors là, les gars, c'est un régal. C'est un régal. Vraiment, là, les éditeurs se sont lâchés. Ils se sont lâchés. C'est vraiment, mais excellent. Vous avez tous les pires scénarios du monde. Vous avez un vaisseau pris dans le warp avec des zones de faille warp qui s'ouvrent carrément dans les couloirs. Par exemple, une zone de faille warp arrive sur votre unité
et votre unité, elle est téléportée à l'autre bout du vaisseau, quoi. Tu vois, ce genre de dinguerie. On a plusieurs types de dispositifs qui sont mis en place, comme des téléportariums. Quand on est pris dans une tempête warp, il y a carrément des sections de décors qui vont disparaître ou être remplacées par d'autres. On a une mission, mais qui a l'air exceptionnelle, où le vaisseau est plongé dans le noir, c'est-à-dire qu'on s'affronte à l'aveugle. Il y a plein de modifications de règles dues à ça. On a aussi un vaisseau maudit et infecté dans lequel surgissent des démons. On a des scénarios spéciaux avec, par exemple, des véhicules hackés qui vont pouvoir, par exemple, tirer sur les gars. Donc, on pourra mettre, par exemple, un blindé, un avion, un dreadnought, que sais-je. On est dans une espèce de zone d'atterrissage. Il y a même carrément des missions qui sont faites pour tel ou tel type de troupe. Par exemple, vous trouverez une mission qui fait intervenir Lionel Johnson. C'est quasiment du Lionel Johnson versus une patrouille d'abordage entière. Et vous avez d'autres dingueries comme des batailles sur plusieurs niveaux de vaisseaux. Là, c'est-à-dire que la map, en fait, naturellement, dans la boîte du jeu, dans la boîte de décor, la map est divisée en deux. Finalement, une map boarding action, c'est l'assemblage de deux maps différentes. Eh bien, cette fois, vous allez jouer véritablement avec des maps séparées. Et sur ces maps, vous aurez des zones d'accès qui correspondent à un escalier qui vous mène au niveau supérieur ou inférieur. Vous allez pouvoir vous battre dans les escaliers. Enfin bref, c'est une dinguerie totale. Les scénarios, la narratif, ils sont trop bien. Regarde, je vous dis, j'en prends une au pif là. Détruisez le Night Terror. À l'insu des Blood Angels qui tombèrent plus tard sur l'épave du Night Terror, l'Arche fatidique avait reçu la visite du Lion. À la tête d'une force d'Apsu, le primarque sillonna le Space Hulk tel un roi mythique poursuivant une quête. Tandis que ses descendants rédimés affrontaient les bandes qui infestaient le Night Terror, le Lion se dirigea vers ce qui tenait lieu de timonerie à la monstrueuse entité pilote démoniaque, le Passeur. Donc là, ça vous permet carrément de rejouer un épisode des Arches fatidiques. Et voilà, si vous avez un petit Lionel Johnson avec une petite escouade de Terminator, eh bien, vous allez vous régaler et vous allez mettre cette force de frappe à rude épreuve. Et ces missions narratives, elles sont vraiment extrêmement simples. Là, cette fois, il n'y a même pas d'objectif de mission, parfois. C'est juste, OK, l'issue de la partie dira quel est le vainqueur et quel est le perdant. Ça s'arrête absolument là. Néanmoins, on trouve des exemples de missions narratives qui sont très touffus. Vraiment des trucs où on a eu des strates de règles qui s'empilent, qui vont changer d'un tour à l'autre, et c'est excellent, quoi. Allez, une autre là pour le plaisir. Murmure dans le néant. C'est chose affreuse que de se battre dans un vaisseau maudit. Des voix susurrent sur le vox corrompu, les salles semblent se mouvoir, les portes mordent l'équipage comme des assaillants, et des entités spectrales rôdent, avides de se repaître des vivants. Donc là, on est tout à fait dans l'idée d'un vaisseau paumé dans le warp qui surgit quelque part, l'engeance démoniaque et les déformations de la réalité qui vont avec. Donc là encore, une carte qui est découpée en plusieurs secteurs, et pour chaque secteur, vous allez lancer des dés et il va se passer des trucs pas très cool, quoi. Prédateur du warp, par exemple, qui a introduit des démons qui vont vous foutre des mortels. Il y a des autres trucs complètement fous, par exemple, sur un jet de dés, toutes les portes du vaisseau vont s'ouvrir en même temps. Alors là, je peux vous dire qu'en termes de jeu, ça peut complètement renverser la vapeur. Le mec qui s'était mis derrière une coursive pour protéger un accès, il y a une espèce de démon du warp qui va jeter un cri hurlant qui va ouvrir d'un coup toutes les portes du vaisseau. Donc vous voyez l'esprit général de ces missions narratives. On est tout à fait quelque part dans ces grands passages littéraires, des bouquins qu'on a adorés dans la Black Library ou ailleurs. On fait vraiment corps avec le lore dans ces missions narratives. Écoutez, j'ai dit déjà pas mal de trucs, je vais peut-être pas tout faire aujourd'hui puisqu'il reste les détachements, les mecs, il reste les détachements. Je vais passer pour l'instant sur les règles d'opération de brèche qui mettent encore plus de richesse dans le truc. C'est-à-dire que cette fois, les murs,
vous allez pouvoir les ouvrir, vous allez pouvoir passer en dessous, vous allez pouvoir contrôler des éléments du vaisseau. Donc cette fois, par exemple, les portes, vous allez pouvoir les ouvrir à distance. Bref, il y a tellement de trucs, 150 pages de missions, hein, les gars, et je me suis jamais fait chier en les lisant. C'est ça qui est incroyable. Moi, d'habitude, lire des missions, mais ça me gonfle, quoi. Ici, on est complètement sur du LOL, quoi. C'est absolument parfait. Allez, une petite dernière, une partie multijoueur à 4 joueurs, pression insensée. Des postes d'amélioration de servitors armés se trouvent dans une chambre de pression dont les systèmes de sécurité permettent de faire le vide. Alors que les forces se précipitent pour améliorer leur armement, certains foncent s'emparer des mécanismes de contrôle de la pressurisation des terminaux d'amélioration pour faire subir une décompression fatale aux guerriers qui s'y trouvent. Donc en gros, vous commencez à chaque coin de la map, vous êtes 4 joueurs, vous pouvez également la faire en 2 versus 2 ou alors à 4 joueurs dans un immense deathmatch. Eh bien, au plein milieu de la map, vous avez cette chambre de pression où vous allez avoir accès à des terminaux d'amélioration d'armement. Alors, ils peuvent prendre plein de formes différentes. Ça va ajouter, par exemple, plus 2 en force, hein, ce qui est énorme. Vos bolters passent force 6. Ça va améliorer votre PA et il y aura également quelques malus en cas de dysfonctionnement. Et pendant que les gars se font la guerre dans cette chambre géante à améliorer leurs armes, il y a un petit malin de l'extérieur qui va pouvoir dépressuriser cette chambre forte et infliger des dégâts immenses à tout le monde. Bref, là on est vraiment sur du fun, quoi. On est vraiment sur de l'archi-fun. Ah ouais, putain, vous avez également une mission narrative où le pont se coupe en 2. C'est-à-dire que la map de Boarding Action, vous la divisez en 2. Donc ça peut intervenir n'importe quand. Vos troupes, elles peuvent être prêtes ou pas. Eh bien, néanmoins, il va y avoir une ligne de démarcation, c'est-à-dire que le vaisseau s'ouvre en 2. Eh bien, néanmoins, la bataille continue sur 2 maps séparées. Vraiment, je trouve qu'ils ont fait un boulot exceptionnel en termes de scénario, hein. Il y a absolument tous les cas de figure qui puissent exister dans le cadre d'attaque de vaisseau spatial. C'est vraiment une réussite. J'en finis là pour l'émission. On va pas faire le tour de tout le bouquin. Franchement, 150 pages de mission, ça pourrait très bien prendre 3 heures de podcast, hein. Et il y a tellement à dire que j'ai à peine effleuré le bordel, quoi. En tout cas, on en garde un sentiment mais extrêmement positif. Allez, partons maintenant sur les factions et les détachements. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ça, c'est ce qui va remplacer votre codex. On oublie absolument tout le contenu codex, sauf les datasheets. Et donc, à vrai dire, je vous l'ai dit également, rien ne vous empêche de vous faire un affrontement index. Par exemple, si vous avez envie de jouer une patrouille boarding action, mais bon, on n'est pas dans un investissement codex, armée en 2000 points, etc. Eh bien, vous prenez l'index, vous achetez de quoi faire 500 points de figurines et terminé. C'est bon, vous avez votre projet tout fait, hein. Et à vrai dire, je compte bien m'y mettre. En tout cas, on oublie tout le contenu codex. Vous allez vous contenter de ce bouquin. Alors, pour chacune des factions du jeu, vous allez trouver plusieurs détachements. Alors, il y en a des plus gâtés que d'autres, mais à vrai dire, ça s'explique. Pour cette première émission, je vais rester le plus générique possible et donc je vais prendre uniquement l'exemple des Space Marines. Vous allez me dire encore eux, mais néanmoins, eh bien, tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait comment ça marche. C'est tout simplement le meilleur exemple pour vous donner un aperçu de ce qu'il y a dans ce bouquin. Donc, la faction Space Marine, elle regroupe 3 détachements et ces détachements sont découpés de manière assez traditionnelle. On va retrouver un peu ce découpage pour toutes les factions du jeu. Vous avez un premier détachement assez générique qui s'appellera frappe d'abordage. Vous trouverez un second détachement qui s'appellera équipe d'attaque pylôme, qui là sera un détachement très narratif, très particulier. Et un troisième détachement qui s'appellera Assaut Terminator. Inutile de vous dire que ce sera un détachement d'élite. Donc on va retrouver un peu cette arborescence dans toutes les factions du jeu. Un détachement générique qui va vous permettre de faire un petit peu ce que vous voulez. Ensuite, un détachement beaucoup plus narratif qui là va vous permettre de jouer mais un type d'unité très particulière. Et un troisième détachement qui souvent prend la forme d'une enclume.
Donc pour ce premier détachement générique qui s'appelle frappe d'abordage. Donc déjà, comment ça se présente un détachement Armboarding Action? Vous allez avoir déjà la liste des unités auxquelles vous aurez accès. Par exemple, pour ce premier détachement Space Marine, vous n'aurez pas accès à l'armure Terminator et vous n'aurez pas non plus accès à tous les types de personnages. Comme je l'ai dit, il est assez générique et donc il va regrouper en son sein tout ce qui est Primaris et tout ce qui est armure Gravis. C'est-à-dire que finalement, ce détachement générique, il peut prendre beaucoup de formes différentes. Il peut être axé tir, il peut être axé corps à corps, il peut être axé troupe de base, ou il peut être carrément thématique, comme vous pourrez très bien ne mettre que des armures Gravis. Donc, un premier détachement, mais on se dit, ah ok, c'est un peu le fourre-tout, mais ce fourre-tout, vous allez pouvoir lui donner le corps que vous souhaitez. Et donc, à ce titre, il y a quand même énormément de choix en termes de listes possibles. Ça, c'est le petit chapitre Rassembler une patrouille d'abordage qui vous explique quelle troupe vous pourrez choisir. Ensuite, vous avez un truc non négligeable qui s'appelle adaptation de règles. Et là, c'est une forme de purge parce qu'il y a pas mal de gars qui vont perdre leurs règles spéciales. Par exemple, les intercessors d'assaut à réacteurs dorsaux perdent l'attitude marteau de fureur qui leur permettent de mettre des blessures mortelles lorsqu'ils finissent un mouvement de charge. L'escouade de Hellblaster perd l'aptitude pour le chapitre qui lui permet de tirer en mourant. Bref, tout ne se fait pas retirer, mais ce qui se fait retirer, tout simplement, c'est des trucs assez logiques quelque part. Donc il y a une petite purge de règles à ce niveau-là. Néanmoins, là, vous voyez, je l'ai sous les yeux, il y a à peine une dizaine d'unités qui perdent une règle spéciale. Donc il y a une espèce de purge. Je pense que de toute manière, vous l'aurez compris, Boarding Action est un jeu qui limite la létalité de Warhammer 40 000, ne serait-ce que par l'établissement de règles physiques dans le jeu. Par exemple, ne pas pouvoir faire de dégâts au tir sur des figurines que vous ne voyez pas, voilà, c'est un limiteur de létalité. Hein. Et donc, pour la suite, on va être un peu dans cette même aspiration quelque part, de limiter un peu naturellement l'attrition de toutes vos troupes, de ne pas avoir, ce qu'on retrouve assez souvent, c'est l'élimination de tout ce qui va distribuer des mortels, par exemple. Ce qui va donner des mortels un peu gratos, par exemple le Typhus qui à distance te dit ah toi là-bas prends des CBM, ça se fait amputer. Et quelque part on est sur des armées de taille réduite et moi j'accueille ça franchement avec beaucoup de bienveillance quoi. C'est qu'il n'y aura pas de phase dans la phase, il n'y aura pas de phase hors phase, il n'y aura pas vraiment de bonus décisif quelque part. Donc continuons. La règle d'armée, ça reste le serment de l'instant. Donc voilà, ça il y a des factions qui vont garder leurs règles d'armée, hein, la plupart d'ailleurs la gardent, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et ensuite, par contre, les règles de détachement, là, on va trouver deux nouveaux types de gameplay. C'est-à-dire vos Space Marines, sur un champ de bataille de Warhammer 40 000, là, ils vont s'incarner de manière assez différente. Donc, cette règle de détachement, elle s'appelle planter la lame et elle va vous donner une règle spéciale dès lors que vous faites un corps à corps de part et d'autre d'une écoutille. Et ça va vous donner une petite touche soutenue. Donc ça, c'est votre règle de détachement. Ensuite, vous avez accès à deux optimisations donc qui viennent s'ajouter aux optimisations génériques qu'on a vues précédemment. Cap adamantine, où vous allez soustraire un dégât aux attaques reçues par le personnage. Pour rappel, nos personnages, ils se jouent seuls, hein. Ça on n'oublie pas de le dire, donc ils sont naturellement plus vulnérables que dans une unité. Donc dans tous les détachements, vous allez trouver pas mal de règles qui vont vous permettre de les rendre un petit peu plus résistants, parce que 4 points de vie, ça peut vite voler, quoi. Et autre optimisation, un petit reliquaire clavitin qui va encore vous permettre d'ouvrir une écoutille au début de votre phase de mouvement. Donc encore cette petite règle qui apparaît, on la trouve dans pas mal de détachements, en tout cas elle est très précieuse. Et ensuite, vous aurez accès à 4 stratagèmes. Et donc ces 4 stratagèmes,
il faudra vous en contenter. Il n'y a même plus l'armure du mépris. Donc ça, les réflexes auront la vie dure. Je pense que plus d'un joueur va dire « Ok, je fume mon armure du mépris. » Ben non, mon gars, là, cette fois, tu ne l'as pas. Et donc, des stratagèmes ici qui sont tout à fait de bon ton. Vous avez accès à un insensible à la douleur à 5. Vous avez un strat qui s'appelle Rempart de Céramite, qui va vous permettre de former une espèce de grosse ligne de défense derrière une écoutille. Donc vous voyez, les écoutilles, elles prennent vraiment beaucoup d'importance au cœur du gameplay de Boarding Action. Vous avez Devoir et Ténacité qui va vous permettre de vous donner une attaque au corps à corps même en mourant. Et vous avez le rugissement amplifié par Vox. Vos unités Astartes vont se mettre à gueuler dès lors qu'elles déclarent une charge et l'adversaire devra immédiatement faire un test de Battle Shock. Bref, vous voyez des petites règles de détachement extrêmement simples. C'est facile à retenir et honnêtement, ça fait vraiment la blague. Alors, ce détachement, il peut prendre 1001 formes. Par exemple, pour vous donner une petite idée, j'ai fait une petite troupe d'abordage en Blood Angel. Alors, j'ai 2 escouades de intercessors d'assaut à pied, j'ai une escouade d'incursors, j'ai une escouade d'Infernus, j'ai une petite escouade de Stenguard vétéran et le tout est emmené au combat par un petit Psyker. Donc vous voyez, une petite liste très sympa. Les troupes lignes sont précieuses parce qu'elles vont vous permettre de sécuriser des objectifs. Les troupes à lance-flammes sont précieuses pour des raisons évidentes de tir en état d'alerte. Et les Stenguard vétérans, qui ont bien du mal à avoir un mot à dire sur les champs de bataille à grande échelle du 41e millénaire, leurs bolters spécialisés en boarding action, nul doute qu'ils vont trouver un champ d'expression qui leur iront beaucoup mieux. Donc voilà, exemple de petit détachement le plus basique du monde. Passons au second détachement. Et celui-là, naturellement, il me fait plaisir. Il s'appelle Équipe d'attaque Pilum et il va se composer de vétérans d'abordage spécialisés. Et ces spécialistes, ils s'incarnent au travers des armures Phobos. Alors, pour l'étape rassembler une patrouille d'abordage, il n'y a pas 30 000 trucs à se mettre sous la dent. Vous aurez accès à tous les personnages en armure Phobos, donc les Reavers, les capitaines, les lieutenants, l'archiviste Phobos, il y a même Kevin Shrike évidemment. Et ensuite, en termes d'escouade, ça va être Incursor, Infiltrator et Reaver. Et absolument rien d'autre. Donc ici, pour ce genre de détachement thématique, les incursors et les infiltrators gagnent le mot-clé ligne qui va leur donner accès à des sécurisations d'objectifs. Et dans la petite purge de règles, par exemple, les incursors perdent leur mine. C'est-à-dire, ils perdent tout ce qui est à base d'explosifs. En vrai, on va le perdre dans Boarding Action. Il ne faut pas faire sauter le vaisseau dans lequel on se trouve quand même. Donc, tout le monde garde le serment de l'instant et la règle de détachement, cette fois, ça va être les unités Astartes de votre armée sont éligibles pour tirer à un tour où elles ont avancé ou battu en retraite. Très, très, très bon. Là, on est en train de jouer des spécialistes, tu vois, de l'élite pure, quoi. Du côté des optimisations, il y a des trucs très cool. Le spatio guerrier qui a maîtrisé les arts de l'abordage au cours de 1001 batailles, vous allez pouvoir relancer ses jets d'avance et de charge. En plus, il va être éligible, lui, pour charger. Donc là, on commence à voir le truc, c'est ok, mes mecs en Phobos, finalement, ils vont être ultra mobiles. Et ensuite, on a accès à un Auspex omnistructurel, c'est-à-dire qu'il s'est doté d'un esprit de la machine aussi puissant qu'érudit. Ce dispositif rare analyse l'intégrité de l'arsenal et de l'armure adverse et isole les faiblesses à y exploiter. À votre phase de tir, après que tu aies tiré, tu fais un ciblage et cette unité ciblée, tout le reste de ta patrouille va avoir une amélioration de la PA de 1. Et donc, on n'oublie pas que les incursors également font un ciblage. Donc ça plus ça veut dire qu'il y a une unité dans tes rangs là qui va avoir un +1 hit et un +1 PA. Donc, franchement, c'est parfait. Là, les armées Phobos, moi je joue ça souvent à Ravengard, par exemple, j'ai une armée Phobos à 1000 points.
À 1000 points, tu as du mal à voir en eux des spécialistes. On y voit plutôt des Space Marines de base qui se font très vite envoler. Eh bien, dans ces coursives de vaisseaux, mes unités Phobos vont prendre une ampleur tout autre et j'en suis très heureux. Et du côté des stratagèmes, c'est exactement dans la même veine. On va trouver par exemple meurtre au couteau qui va me permettre d'améliorer ma force et ma pénétration d'armure au corps à corps. On va trouver également efficience optimisée qui va me permettre encore une fois d'ouvrir des écoutilles au début de ma phase de move et non pas à la fin. Je vais également pouvoir faire un repli combatif pour un PC où quand je fuis, je largue des petites grenades qui vont me permettre de larguer quelques mortels au passage et un dernier qui s'appelle tireur exceptionnel. Bah oui les gars, ça fait plaisir. On est des tireurs exceptionnels. Je vais pouvoir avoir de la devastating wounds sur mes unités. Alors pour rappel, des mecs en armure Phobos, c'est quoi? C'est des gars qui ont des bolters. Vous voyez, dans ce détachement, mes bolters deviennent des armes hyper spécialisées qui vont pouvoir tirer après avoir fait une avance, qui vont pouvoir tirer après avoir fait un mouvement de retraite, qui vont pouvoir être ciblés d'une part avec les visées spéciales de mes incursors, d'autre part avec un auspex omnistructurel. Mes attaques au corps à corps, je vais pouvoir profiter de mes couteaux dédiés au meurtre. Bref, c'est super. C'est absolument super. Et bon, là, je suis très content parce que j'ai toutes les unités qu'il faut pour mener une patrouille d'abordage 100% Phobos de 500 points en Ravengard et j'en suis très heureux. Et à vrai dire, on a même envie de jouer des Reavers dans ce détachement. Il n'est pas impossible que je m'en fasse une petite escouade de 5. Et dernier détachement, Assaut Terminator. Donc là, vous aurez compris, ça va être que des thermis, donc avec toutes leurs variantes, c'est-à-dire les Deathwing Knight, idem, les équivalents chez les Space Wolf, etc. Avec tous les personnages possibles en armure Terminator, c'est-à-dire les chapelains, les archivistes, etc. Donc globalement, là, dans ce type d'armée, vous avez 2 unités de Terminator et un perso. Ça s'arrêtera là. Donc on se dit, putain, qu'est-ce qu'on va faire avec 10 figurines sur la table? Parce qu'en vrai, ça, si vous voulez, ça va être le détachement pour vous faire plaisir. Il y a clairement des missions qui vont vous dire, en fait, quand vous lisez entre les lignes, vous vous dites, ah ok, là pour celle-là, je veux une enclume, quoi. Je veux une enclume, c'est nécessaire. Ce détachement vous l'offre, cette enclume, donc très très peu de figues, mais néanmoins des règles. Là, on a eu un détachement qui rend hommage aux armures Phobos spécialisées. Cette fois, on va avoir des règles qui rendent hommage à l'armure Terminator et sa toute puissance. Et par exemple, le serment de l'instant, ici, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un serment sacré. C'est-à-dire que ce serment de l'instant, on ne va plus seulement reroll les hits, on va également reroll les blesses. Donc voilà, vous voyez l'idée, quoi. Là, on est sur de la pure élite, sur des mecs très 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 forts, et un format de 500 points, ça va être véritablement impactant. On a le saut d'indomptabilité qui va vous garantir une fois par bataille au corps à corps une sauvegarde invulnérable de 3. Donc vous voyez, on retrouve des mécaniques qui n'existent même pas dans le jeu normal, quoi. Là, on est vraiment sur de l'exceptionnel. On est sur un petit détachement Terminator. Il faut que ce soit surpuissant. Vous allez pouvoir également augmenter votre capacité à faire du contrôle d'objectifs, donc c'est-à-dire augmenter votre OC. Quand on a seulement 10 figurines sur la table, naturellement, ce sera très nécessaire. Vous allez pouvoir rajouter à votre chambre de téléportarium un hôtel de focalisation qui va vous permettre de faire une FEP non pas à 9 mais à 6. Vous avez un stratagème mais qui est excellent qui s'appelle se frayer un passage qui va vous permettre de charger à travers une porte fermée et de défoncer cette porte par la même occasion. Vous voyez, les Terminators, ils ont des grosses paluches là, on les voit pas ouvrir délicatement une écoutille. Les mecs, ils foncent à travers. Donc ça, c'est génial, quoi. Et un dernier petit strat qui s'appelle nettoyage en règle, qui va vous donner accès à un tir en état d'alerte, mais cette fois sur du 5. Donc vous voyez, les choses sont très bien faites. Dans le détachement générique, on a un peu des règles qui s'apparentent à une trousse à outils.
Dans le cadre d'un détachement très thématique comme les armures Phobos, on va avoir des stratagèmes qui vont pallier à quelque part au manque de puissance de ce type de patrouille. Et dans le cadre d'une enclume Terminator, ce sera une véritable enclume, quoi. C'est-à-dire qu'elle a accès à des trucs que nulle autre armure dans le jeu ne peut s'offrir. Bref, c'est excellent. Tout simplement, c'est trop, trop bien écrit. On a envie de jouer les trois, et moi, ça tombe bien, je vais pouvoir le faire de toute manière. Et voilà, hein. Donc, dans ces détachements, on trouve toujours des types de troupes qui vous seront interdits, des retraits de règles, mais tout cela, finalement, renforce pas mal l'immersion. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Pour les autres détachements, j'en parlerai, mais plus tard et probablement en très bonne compagnie. Mais néanmoins, ce que je vous ai décrit là pour les Space Marines, vous le retrouverez partout dans tous les autres détachements du jeu. C'est-à-dire du générique qui va vous permettre de faire un peu ce que vous voulez. Et à vrai dire, si vous avez une armée entière de Warhammer 40 000, à minima, vous pourrez vous offrir ce détachement générique. Vous aurez absolument tout ce qu'il faut en termes d'unités pour le faire. Et d'autre part, on a des détachements très thématiques. Allez, no spoil, mais par exemple, vous avez un détachement uniquement composé d'Adeptus Arbites, c'est-à-dire les gendarmes de l'espace, quoi. Mais putain, évidemment qu'on a envie de jouer à ça. Et cette fois, vos sergents d'unité pourront eux-mêmes recevoir des améliorations. On est dans le kiff, les gars, on est dans le kiff, hein, je vous avais prévenu. Mais bon, je m'arrête là. Concernant les détachements, on va en parler plus longuement plus tard, mais sachez que, quelle que soit la faction de votre cœur, vous allez avoir l'embarras du choix. Il y a des détachements, mais qui envoient du rêve, du gros rêve. Conclusion, boarding action, bah ça tue, hein. Ça tue. Que vous voulez que je vous... voilà, j'ai pas fait un jingle disco pour rien. Si j'ai fait ça, c'est parce que ça tue, tout simplement. Donc j'ai envie d'y jouer, je vais le faire, je vais peindre le truc au plus vite possible, je vais essayer de faire la campagne, je vais essayer de faire un maximum de missions, et comme je l'ai dit, vous autres là, qui êtes un peu saoulés par Warhammer 40 000 dans sa globalité, ben voilà, hein. Boarding Action répond à toutes vos attentes. Les règles, elles ne changeront pas. Le truc est inscrit dans le marbre. Vous pouvez même jouer en index. C'est complètement thématique, c'est complètement narratif. Il n'y a pas le moindre intérêt à faire de l'optimisation dans Boarding Action. Je vous ai par exemple parlé du détachement Terminator. Il est extrêmement puissant. Mais en tout cas, il peut être très nul sur certaines missions. Il y a beaucoup de missions qui vont vous demander de faire des actions, c'est-à-dire de sécuriser des objectifs, de vous emparer de tel ou tel terminal, d'ouvrir des portes, d'aller dans telle ou telle pièce pour mener d'autres actions stratégiques. Ça, les Terminators, ils sont nazes à ce petit jeu-là. En vrai, c'est un jeu qui va être débarrassé de la méta. Les règles spéciales très fortes, on les vire. Voilà les mecs, il n'y a rien de pété, il y a rien de pété, tout est clair comme de l'eau de roche, tout est narratif, tout est thématique, et quelque part, ne serait-ce pas là le Warhammer 40 000 tel qu'on l'aurait souhaité? Moi honnêtement, c'est la question que je me pose, hein. Je me dis, putain, est-ce que j'aurais pas souhaité un Warhammer 40 000 complètement dans cette veine-là, avec des missions qui ont du sens, avec une létalité pas trop déconnante? Mais en tout cas, Boarding Action restera un jeu nerveux, hein, ça c'est une évidence. On va assister quand même à des beaux gunfights, ça va être super. Bon, eh bien, pour cette première partie de Boarding Action, je pense que j'en ai dit l'essentiel et j'espère que je vous aurai donné envie. En tout cas, si vous avez envie, n'oubliez pas, hein, secteur Picardie, Val d'Oise, par là, on est pour l'instant une petite poignée à vouloir s'engouffrer dans les brèches des vaisseaux spatiaux, et j'aimerais bien que cette petite équipe grossisse pour faire un maximum de parties, pour découvrir un maximum de missions différentes, et vous allez découvrir un jeu dans le jeu où par exemple vous ne pourrez pas tirer à travers vos alliés. Putain, c'est vrai, j'en ai même pas parlé, mais rien que ça les gars, quoi. Vous défendez une écoutille que vous venez d'ouvrir. Vous avez 5 Space Marines, eh bien vous allez les poser de manière à ce que 3 d'entre eux puissent tirer. Mais il y en a 2 derrière, ils ne pourront pas tirer, ils ne peuvent pas tirer à travers leurs potes. Je vous parle de létalité contenue, eh bien n'est-ce pas là le meilleur exemple?
Bref, c'est fini pour cette première émission et il y en aura d'autres. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes tout autant saucés que je ne le suis. À plus tard les mecs, portez-vous bien et on repartira à l'abordage dans très peu de temps. Ciao!